quintupler la mise en valeur de nos terres agricoles, c'est-à-dire passer de 4% à 20% pour le premier cycle, c'est-à-dire pour la première phase du triennal de la sécurité alimentaire. Vous multipliez 5 fois 20%, nous atteignons le maximum de mise en valeur de nos terres agricoles. L'ambition est simple. Dans 15 ans, devenir la première puissance agricole en Afrique au sud du Sahara. Ça, c'est le premier aspect. Donc, agencement territorial où nous créons des pôles d'investissement structurants au niveau du district que nous appelons district industriel. Le village agropastoral qui a une nouvelle vocation, la vocation agropastorale où chaque village, par le cycle culturel, aura une mission agricole précise, supervisée au niveau du groupement. Alors, l'aspect reconstitution des fonds pour soutenir cette révolution agricole. Donc, on quitte la réforme agraire pour comment financer toutes ces activités. Alors, nous avons pensé utiliser le déficit budgétaire de manière raisonnée et de manière intègre. Et cette pratique, nous l'appelons chez nous déficit budgétaire industrialisant. Il est question, avec cette pratique raisonnée du déficit budgétaire, de reconstituer, de mettre à la disposition de l'investissement agricole dans notre pays suffisamment de fonds qui ne soient pas assujettis aux caprices de l'endettement extérieur. Nous acceptons l'inflation parce que là, l'inflation sera un endettement intérieur que nous allons tous supporter, mais comme impôt unique, impôt que tout le monde paiera, mais impôt qui va faire jaillir une dépense de qualité, une dépense pour mettre en place un tissu d'infrastructures séminales pour soutenir l'industrialisation du pays. Cette pratique va dégager des crédits sains par les déficits budgétaires industrialisants pour financer les triennales de sécurité alimentaire. Au-delà de la terre, nous avons la pêche et l'élevage. Notre pays, c'est aussi 8 millions d'hectares de prairies capables d'héberger un élevage de 30 à 40 millions de têtes de bovins. Aujourd'hui, les hectares mis en valeur dans le cadre de l'élevage ne sont que de l'ordre de 7%. Là aussi, nous voulons quintupler la mise en valeur des espaces disponibles pour l'élevage pour atteindre non pas 40 millions pour le premier cycle, 40 millions de têtes de bovins pour le premier cycle, mais pour croître finalement et atteindre le maximum de mise en valeur de nos terres, de nos prairies, pour devenir là aussi la première puissance économique, agricole en Afrique au sud du Sahara. La pêche va subir le même défi. Nous avons un potentiel halieutique de 1 million de tonnes de poissons dans notre pays. Nous n'en produisons que 150 000 tonnes. Ce n'est pas normal. Nous étions la première expérience piscicole en Afrique pendant la colonisation. Il n'y a plus de temps piscicole dans notre pays, le long du fleuve Congo, qui est long de plus de 4000 km. Ce n'est pas normal. Nous allons, à travers le crédit sain que va dégager le déficit budgétaire industrialisant, équiper les pays en chalutiers, en bateaux de pêche, en étangs piscicoles pour rejoindre les besoins estimés des Congolais à poissons, c'est-à-dire 850 000 tonnes de poissons par an. Voilà de manière synthétique, notre projet qui commence d'abord par la révolution agricole et pendant cette période, parce qu'il sera question de gouvernance intègre, parce qu'il sera question d'inflation du développement, nous allons décréter une marche des sacrifices. Pendant 3 ans, aucune dépense négative. Pas de sortie, ni du président, ni des ministres, ni des mandataires publics. Pas de fête nationale, pas de jouissance publique et populaire aux frais de l'État.
l'argent du trésor public pour l'engin agricole, pour la formation agricole, pour l'investissement industriel agroalimentaire. Donc, toute la nation va s'immobiliser pour asseoir ces matelas d'autosuffisance alimentaire nécessaires pour que le pays petit à petit s'industrialise, parce que les défis agroalimentaires enclenchent tout ce que les développements demandent comme embranchement. Quand on parle de l'industrie agroalimentaire, on suppose le développement de l'industrie sidérurgique. On ne peut pas parler de l'industrie sidérurgique sans faire allusion à l'efflorescence de l'industrie métallurgique, parce qu'on aura besoin de engins agricoles fabriqués in situ sur place. Ça sera au niveau des districts industriels. On ne peut pas parler de l'agroalimentaire sans évoquer la microbiologie, sans évoquer la chimie, sans évoquer la mécanique auto liée à l'engin agricole. Et pour prendre l'exemple de Kinshasa, dans le cadre de l'agencement territorial, j'ai parlé de l'arrière-pays, mais Kinshasa va subir le même processus parce que toute la nation va pivoter sur les exigences agroalimentaires. Nous allons dessiner une nouvelle carte agricole des plateaux pour que chaque commune de Kinshasa puisse posséder un espace agricole dans le plateau de Bateke. Cet espace agricole aura fonction de recréer l'activité agricole pour alimenter le marché local de la commune. Le but est de financer ces activités agricoles de chaque commune, susciter la compétition intercommunale et faire en sorte que les jeunes, de plus en plus, s'habituent au travail agricole. Ils iront le matin pour revenir le soir, ils finiront par s'y installer, prendre goût à l'activité agricole et la ville va un peu se désengager et peu à peu, nous allons avoir des marchés liés à l'espace vert du plateau de Bateke. Même l'enseignement va subir cette exigence. Il y aura une discrimination positive sur le plan de l'enseignement. C'est-à-dire, l'État va accorder priorité à la formation professionnelle pratique et aux apprentissages techniques liés à l'activité agricole. Quand on parle d'activité agricole, on fait allusion aux ponts et chaussées. On fait allusion à tout ce qui tourne autour de la route pour construire des voies d'évacuation de marchandises. Et pour finir, quand on parle de l'agroalimentaire, la sidérurgie, la métallurgie, il ne faut pas oublier l'industrie hydroélectrique. Nous avons 100 000 mégawatts de réserves hydroélectriques dans notre pays, soit 13% du potentiel mondial. Tout cela, c'est des atouts que nous devons utiliser, mais de manière optimale pour rendre ces plans possibles. N'oubliez pas, les défis, c'est dans 15 ans, après 5 cycles, devenir la première puissance agricole de l'Afrique au sud du Sahara. C'est très possible, c'est une question de volonté. Ok, mais la volonté ne suffit pas pour réaliser ce grand projet de société, M. Mouming. Mais dites-nous un peu où trouverez-vous les moyens financiers pour arriver à réaliser, à matérialiser ce projet? Parce que nous n'avons pas entendu parler de l'argent. Où trouvez-vous l'argent pour arriver à faire ce grand projet triennal qui est essentiellement agroalimentaire? Comment arriverez-vous à capitaliser suffisamment de fonds pour résoudre ou matérialiser ce projet? Alors, les fonds seront mobilisés de deux manières. Il y a l'apport exogène et les moyens endogènes. L'apport exogène, il sera question, et nous avons déjà exploré ces chantiers, qu'un comité international privé, fait des chasseurs d'investissement, se mette à l'ouvrage pour chercher des investissements et les ramener au pays. Je vous ai parlé du plan d'imposition de la paix et de sécurisation internationale des frontières du Congo. Souvenez-vous, regardez la carte mondiale des investissements. Les grands capitaux suivent les lieux de sécurisation maximale. Si notre pays obtient cette sécurisation internationale sur un partenariat de 5 ans ou de 10 ans, ça va redonner confiance et notre pays va récupérer sa crédibilité internationale.
Et des réformes intérieures seront indispensables pour accompagner cette attractivité nouvelle de notre marché intérieur. Et là, nous avons aussi des propositions. Nous suggérons une pratique moderne, très audacieuse, que nous appelons la sous-traitance privée des services clés de la relance économique. Il sera question de confier le secteur clé de grandes activités liées à l'investissement entre les mains des intermédiaires privés spécialisés pour transformer rapidement, parce que nous n'avons pas de temps à perdre, transformer rapidement les comportements administratifs de la fonction publique. Nous pensons, avec ce système de sous-traitance privée, dans le domaine des mines, dans le domaine des entreprises du portefeuille de l'État, même dans le domaine de la douane, notre pays va récupérer une grande crédibilité internationale qui va faire en sorte qu'une attractivité nouvelle du marché puisse ramener des investissements dans notre pays. Nous n'allons pas négliger la coopération multilatérale et bilatérale classique, c'est-à-dire avec les institutions de Bretton Woods et d'autres pays qui se montrent généreux d'accompagner le redressement du Congo. Mais l'apport exogène devra être considéré comme un soutien supplétif. Mais la volonté déterminante doit être endogène et intérieure. D'où le déficit budgétaire industrialisant pour dégager des crédits sains et mettre à la disposition des banques commerciales privées suffisamment de moyens pour que l'investissement agricole ne souffre pas d'absence d'argent. Je vais prendre un exemple. Pour investir au Congo, il faut soit être un étranger ou venir de l'étranger. Nous n'avons pas de banques. Il n'y a pas d'institution d'épargne. La proportion nationale à épargner est nulle. Donc, les moyens disponibles pour l'investissement intérieur n'existent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avons que 13 banques. Aucune de ces banques ne fait des opérations de crédit. Toutes ne font que des transactions et des transferts de fonds. Les Congolais entrepreneurs qui est imaginatif, qui a son projet bien monté, mais qui n'a pas d'argent, où voulez-vous qu'il trouve l'argent pour investir? Cet obstacle doit être vaincu par le volontarisme public, c'est-à-dire dans l'intégrité, parce que nous prônons la gouvernance intègre, dégager des crédits de l'État par les déficits budgétaires industrialisants, accepter l'impôt, parce que là, je parle de l'impôt unique, parce que le premier cycle du triennal va aussi laisser se développer ce que nous appelons moratoire fiscal de 3 ans d'impôt zéro. L'activité économique ne doit plus supporter la strangulation fiscale qui décourage tout désir d'investir. Chez nous, il y a plus ou moins 900 différents impôts qui étranglent l'activité économique. Ce n'est pas normal. Il faut réoxygéner les désirs d'investir dans notre pays. Alors, nous allons déblayer le terrain, nettoyer l'environnement des affaires pour encourager l'investissement étranger et en même temps, dans l'intégrité, nous allons créer de la monnaie par l'inflation du développement pour mettre à la disposition des investissements prioritaires et créateurs d'emplois suffisamment de moyens endogènes pour relancer l'activité. Nous ne craignons pas l'impôt parce que la dépense sera de grande qualité et les investissements qui vont s'opérer vont résorber après cycle toutes les tensions hyperinflationnistes opérées. Ok, M. Soni Sango, depuis Kamina, vous félicite de vos propos et qui trouve bénéfique pour le pays, mais il pose une autre question. Comment définissez-vous aujourd'hui l'État congolais actuel? Comment vous pouvez le définir aujourd'hui? Si on vous demande de définir l'État congolais avec tous ces acteurs, tous ces intervenants, tout ce qui arrive au pays, comment le définirez-vous aujourd'hui l'État congolais? Mais l'État congolais est à repenser. L'État congolais est à récrier. Il est aujourd'hui malingre. Il est paraplégique. Il n'existe pas. Il faut le réinventer. L'État, c'est des services collectifs performants au plus près des attentes des citoyens. C'est cela l'État. Ce n'est pas autre chose. L'État, ce n'est pas le gouvernement. L'État, c'est une justice distributive, réparatrice et dissuasive
L'État, c'est l'école pour donner aux enfants des savoirs émancipateurs. L'État, c'est des lieux de culture et de loisirs pour que les gens échappent au culte de l'abrutissement et que la jeunesse soit encadrée comme de véritables piliers du futur. C'est ça l'État. L'État, c'est un volontarisme économique qui regrette qu'il y ait beaucoup de chômeurs et qui engage les déficits budgétaires pour créer des emplois et donner du travail aux Congolais. L'État, ce n'est pas laisser les savoirs être dévalorisés. L'État, ce n'est pas laisser les livres être piétinés. L'État, ce n'est pas laisser l'intellectuel être méconnu. L'État, c'est mettre le peuple en bon ordre de bataille, que le meilleur soit devant, le faible derrière, l'essentiel que la victoire sur le sous-développement soit une marche volontariste, une marche à la hussarde, l'État devant, le peuple ensuite. Nous sommes arrivés à la fin, vous avez parlé avec votre cœur, votre cri des cœurs par rapport aux élections qui sont imminentes, mais également par rapport à la renaissance de ce grand Congo. Votre cri des cœurs aujourd'hui. Mon cri des cœurs, en dehors du savoir, point d'espoir pour le pays, parce que le développement n'est possible que là où l'intelligence et le courage parviennent à vaincre la fatalité. Je regarde mon pays, encore une fois, j'ai peur. J'aurais voulu que nous coalisions nos efforts et nos forces pour qu'ensemble, au regard des périls graves qui guettent notre pays et qui nous conduit lentement mais sûrement vers la somalisation, que nous réalisions la coalition des efforts et des forces pour lever une véritable armée des redresseurs du Congo et vaincre nos 7 véritables ennemis. La faim, les maladies bénignes, les chômages de masse, les désordres institutionnels, l'insalubrité envahissante, la mort de l'école et la faillite de vertu.